Vraiment là pour poser les fondations, si on ramène à l'analogie de l'architecture physique, poser vraiment les fondations du projet. Et sans cette étape, ou avec cette étape mal réalisée, effectivement, il y a toutes les conséquences que l'on connaît et qui sont souvent catastrophiques et très coûteuses, que ce soit pour l'agence ou l'entité qui réalise et le client qu'on gère en direct. Alors justement, quand on était en contact pour préparer cette table ronde, je vous avais demandé si vous pouviez réfléchir à des exemples d'expériences malheureuses. En général, on s'en vante pas, évidemment, mais si vous aviez quelques leçons à tirer de mauvaises expériences, ce seraient lesquelles? Personne? Alors, peut-être que ça se passe toujours bien. Hein. Non. Alors, moi, je me souviens on avait fait sur un site pour un grand site de e-commerce qui est connu et c'est plusieurs millions, en tout cas, qui sont en jeu. Où on avait fait par contre une très bonne architecture d'information. Donc la classification était vraiment super. On avait testé ça avec des utilisateurs, elle était compréhensible, etc. Et puis après, il y a eu une mise en œuvre. On a eu un peu pris de recul sur le projet. Et là, il y a eu une mise en forme avec des éléments assez funky, avec plein de rollover, plein de choses comme ça, de choses assez dynamiques. Et le site n'a jamais pu passer en ligne. En fait, il est passé en ligne, mais ils l'ont décroché. Ils sont revenus à l'ancienne version. Donc voilà. Donc là, il y avait un manque de travail à un moment donné entre de continuité, de suivi du projet avec les personnes qui ont fait le design d'interaction et un mauvais suivi. Donc en tout cas pour nous à l'agence, on n'a jamais retravaillé avec ce client-là. Et puis il y a eu des conséquences aussi en interne chez le client par rapport aux équipes et puis par rapport au produit lui-même. Alors, moi, c'est une expérience effectivement qui est arrivée pour le coup dans les collectivités publiques françaises, pour rester suffisamment large, où effectivement on avait mis en place des ateliers pour justement travailler toute l'architecture de l'information. On avait commencé à formaliser tous ces éléments-là. C'était validé par l'équipe projet, la DSI qui travaillait avec nous. Et lorsqu'on a commencé à enclencher tout le travail d'ergo avec les wireframes, puis le design, donc avec des étapes de validation à chaque fois qui étaient prises en compte, on a eu à un moment donné l'entité, le décideur final qu'on pensait être celui qui était au sein du projet qui est arrivé et qui a estimé que l'ensemble du travail effectué en termes d'architecture d'info ne convenait pas par rapport à sa vision à lui, et il nous a fait entièrement tout reprendre. Donc ça fait partie des choses, voilà, des moments... On aurait pu l'éviter en travaillant différemment et en l'intégrant en amont, en l'identifiant comme étant une personne importante et en l'intégrant dans le travail de co-création. Oui. En principe, certes c'est compliqué, mais enfin c'est pas si compliqué que ça, mais on peut arriver à trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'il y a une partie politique et organisationnelle en fait très forte. Moi je le vois après plus de 10 ans, 15 ans de métier, la connaissance des parties prenantes en amont du projet et la participation en tout cas des interlocuteurs au bon moment est vraiment le point fondamental du succès et de la mise en œuvre. Les qualités, les métiers, on les a, donc il y a une reconnaissance qui se fait. Alors, est-ce qu'on appelle ça architecte de l'information? Est-ce que c'est des UX? Alors, avec un degré de seniorité quand même assez important. Et puis, le processus est à peu près clair. Une fois qu'il est accepté, qu'il est reconnu, mais c'est vraiment l'acceptation, en tout cas,
par les gens qui vont commander le projet à accepter en tout cas et à jouer le jeu. Donc il est hyper important d'avoir un sponsor en tout cas qui soit un décideur et de s'assurer qu'il y ait le décideur qui est pris en tout cas dans le projet. Moi, je pense particulièrement à j'ai travaillé dans les équipes dans une équipe qui a fait la refonte graphique et ergonomique d'un grand site d'actualité spécialisé, on va dire. Et en fait, on avait un petit peu perdu de vue les utilisateurs finaux. Du coup, on a un peu enlevé une branche du triangle dont je parlais tout à l'heure et en fait, tout le monde était plutôt content, les designers, les UX designers, les développeurs, on était tous contents de notre produit. Et en fait, quand on l'a mis en ligne, l'utilisateur, il s'est pris une claque parce que son site avait complètement changé. C'est un peu l'exemple, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure là-dessus. Et du coup, le site a complètement changé. Et en fait, effectivement, il y a peut-être manqué un peu ce poste de personne qui lie un peu, qui fait le lien entre tous les protagonistes du projet, quoi. Et du coup, ils ont fait. Du coup, c'était un peu la branle-bas de combat quand le site était sorti. Il fallait faire. On n'est pas revenu à l'ancienne version, un peu comme vous, mais c'était branle-bas de combat chez les équipes. Il fallait tout changer pour que l'utilisateur soit content, quoi. Mais c'était pas terrible du coup. Alors moi aussi, à ma modeste échelle, du haut de ma faible expérience, j'en ai quand même une. Un projet où il s'agissait en fait de refondre la fonctionnalité essentielle d'un site. Et là, pour le coup, les décideurs avaient été impliqués du départ, impliqués dans toute la démarche, convaincus, avec des retours très positifs. Et juste avant de mettre en œuvre les modifications, en fait, là où on a été mauvais, c'est qu'il y avait une tierce partie qui était impliquée dans le projet, qui n'était pas du tout d'accord avec nous et qui avait l'oreille, en tout cas, qui comptait beaucoup aux yeux des décideurs. Donc tout notre travail était jeté à la poubelle sans explication et finalement n'a servi à rien puisque ce qui a été mis en place n'était pas basé sur nos recommandations. Voilà. On se rend bien compte quand même de l'importance du travail en amont avec toutes les parties prenantes. Au niveau on a parlé un peu des aspects humains, au niveau des aspects techniques et technologiques, pour vous, quelle est la boîte à outils de l'architecte de l'information ? On va peut-être commencer par le point de vue technique. C'est difficile comme question. Moi, je pense que c'est avant tout les qualités humaines qui font ce métier-là, quoi. Je sais pas si quelqu'un a des idées là-dessus. Pour moi, la boîte à outils, alors effectivement, c'est le départ, c'est l'humain pour concevoir pour d'autres humains. Donc dans toute la dimension d'analyse de l'activité, la boîte à outils, c'est d'avoir des caméscopes, des systèmes qui permettent d'enregistrer, d'organiser des entretiens, de faire de l'observation, monter des sondages. Donc tout ça, c'est des outils qui sont concrets. On parlait tout à l'heure aussi d'analyse statistique, qu'elle soit descriptive ou inférentielle, qui peuvent nous accompagner. Donc il existe des logiciels pour ça. C'est aussi un outil qui est puissant et qui permet d'asseoir un discours également lorsqu'on est face au client pour le convaincre d'aller faire telle orientation ou non. Et après, les autres outils qui sont essentiels pour construire une arborescence, tout ce qui permet de modéliser, de pouvoir transformer justement ce que je disais de cette notion d'invisible vers le tangible, de pouvoir le montrer ensuite à notre client et pour qu'il puisse le comprendre, que ça soit suffisamment clair en termes de présentation et qu'il puisse l'utiliser. Et ensuite, que ça soit utilisé également par les équipes de développement internes pour que tout au long du projet, qu'on ait ces éléments-là en permanence sous les yeux pour peut-être éviter justement les dérives qui sont parfois inhérentes sur une durée un peu longue d'un projet et qui ferait qu'on oublierait. Les avoir sous les yeux, c'est des outils comme les personas, comme des choses comme ça. Les avoir sous les yeux permet de se remettre dedans avec humilité en se disant voilà, est-ce que je suis toujours dans la bonne ligne ? Effectivement, il y a enfin, moi je vois en tout cas, il
il y en a un qui est un peu en fait, il faut créer un dispositif. Il n'y a pas forcément, il y a effectivement les qualités humaines, etc., ce qu'on a évoqué. Moi, j'en mets un au centre à chaque fois qui est ce qu'on appelle la War Room, ce qui est un peu un atelier, mais qui est un espace qui va être permanent ou ponctuel, mais où on va déjà pas faire des salles de réunion, mais on fera des séances de travail, et ces séances de travail pluridisciplinaires avec les équipes, et où on va retrouver un petit peu l'ensemble des livrables, que ce soit les personas, les parcours ou autres, et on va les afficher en permanence. Et ce qui fait que même une personne on va s'immerger et ça va être visuel. Donc il faut que les éléments soient visuels, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre un cahier des charges de 150 pages et des maquettes qui vont être dessinées, qui vont être mis au regard de personas par rapport à des besoins, par rapport à une arborescence, et ensuite ces maquettes. Donc toute cette mémoire, en tout cas collective, du projet, vont être des éléments en même temps qui vont permettre de faire prendre des décisions et de raconter une histoire autour du projet. Parce qu'une maquette, quand on la voit comme ça, ne rend pas compte, en tout cas, de cet invisible qu'on a été recherché en faisant des interviews utilisateurs. Donc il est important de garder cette mémoire, d'avoir ce dispositif de War Room, et en fait que les éléments soient visuels et facilement compréhensibles. Donc moi je travaille au sein d'une agence qui s'appelle Empirique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc au sein de cette agence, on accorde une grande importance au fait de prendre des décisions basées sur la donnée. Et pour nous, en fait, c'est principalement des données quantitatives. Du coup, on utilise beaucoup d'outils de collecte, des outils d'analytics qui enregistrent précisément ce que font les utilisateurs sur les sites, des outils de carte de chaleur, aussi des outils de test AB pour... En fait, on intervient davantage dans l'évolution et dans l'optimisation de l'existant que dans la conception ex nihilo. Du coup, ça explique que toutes les méthodes qui ont été mentionnées jusqu'à présent et les outils qui sont associés, on n'y a qu'assez marginalement recours. Donc c'est plutôt des outils informatiques qui collectent des données brutes, pas forcément des données qualitatives, même si on utilise aussi des outils de sondage, des sondages et d'enquête en ligne, et ça nous arrive aussi de faire des entretiens utilisateurs, mais pas vraiment de tests. Voilà. Alors, un outil de carte de chaleur, c'est vous posez un code sur votre site et en fait, le code va automatiquement enregistrer précisément tout ce que fait l'internaute. Donc, je dis carte de chaleur parce que c'est la fonctionnalité première de l'outil, c'est-à-dire qu'il va vous montrer précisément où l'internaute a cliqué, jusqu'à quelle profondeur de la page il est allé, si vous êtes sur une application, quelle partie entre guillemets de l'écran il a vu. Et ces outils vont vous permettre aussi de savoir précisément, enfin c'est fondamental sur des sites e-commerce ou des sites B2B où vous avez des formulaires, de savoir quelles chances sont remplies, comment vous hésitez. Les outils d'analytics vous donnent plus une vision globale des parcours utilisateurs. Ça, c'est vraiment, pour nous, c'est l'une des fonctionnalités les plus fondamentales. C'est l'une des demandes les plus fréquentes, c'est de dire les personnes qui viennent sur mon site ou mon application, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles voient. Puis surtout, il y a la dimension de l'acquisition aussi qu'on a assez peu évoqué jusqu'à présent, mais je travaille dans une agence qui fait certes de l'architecture de l'information, mais dont le cœur de métier, c'est l'acquisition de trafic. Donc, tout à l'heure, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de prise en compte du besoin utilisateur et on parlait d'architecture, de plan de site, et le fait que pour répondre aux besoins du visiteur, on envisageait une structuration de l'information. Mais moi, assez fréquemment, en fait, lorsque j'en viens à faire des recommandations en lien avec l'architecture de l'information, je suis toujours sous la tutelle de mes collègues en fait qui travaillent dans le référencement naturel et le référencement payant, et il y a des fois j'aimerais faire des recommandations mais ils me l'interdisent parce que la recommandation elle conduirait à pénaliser leur cœur de métier à eux. Donc c'est là où on voit que les différentes parties prenantes sont importantes, parce que pour donner un exemple simple, souvent moi j'aurais plutôt tendance à épurer les pages, mais ils me tapent sur les doigts parce qu'en épurant les pages on enlève du contenu, donc s'il y a moins de contenu le site va être moins bien référencé dans Google, donc ça va être négatif et ainsi de suite. Vous ressentez des tensions de ce genre au quotidien ? Alors oui, on le ressent aussi bien par rapport au référencement que parfois à d'autres enjeux liés au marketing ou autres. Ça fait partie typiquement de ce fameux ours dansant dont parlait Cooper, où on se trouve face à quelque chose qui est un peu aberrant, où c'est la technique ou la technologie qui conduit
les solutions et non pas justement l'humain qui va être amené à manipuler cet ensemble. Voilà, donc après, encore une fois, on a pas mal parlé d'approche politique. Là, surtout que c'est en interne, donc il faut apprendre à travailler ensemble. Il y a des concessions à faire. Après, dans la mesure du possible, toutes ne sont pas forcément bonnes. Si on arrive justement, quand on a la chance d'avoir des outils pour générer des cartes de chaleur, après peut-être associer justement à des données où l'utilisateur est présent, on arrive à vérifier que les données, ces données-là sont enregistrées par rapport à une activité qu'on ne contrôle pas, enfin dans le sens où on ne sait pas exactement ce qui est fait, s'il y a des interruptions du fait de quelqu'un qui vient perturber la tâche ou parce que la personne ne comprend pas, donc les interprétations ne sont pas forcément optimales. Donc en associant avec une vraie rencontre de l'utilisateur, en vérifiant tout ça, ça permet aussi de donner des arguments pour, par exemple, le référencement, en leur disant mais trop mettre d'informations, ça perd l'utilisateur et on tombe également à côté des enjeux du site. À un moment donné, il y a moyen de trouver un équilibre. Mais là, c'est effectivement les qualités humaines dont on parlait tout à l'heure, c'est là où il faut les mettre en place. Et puis, il y a l'amélioration permanente qui est possible, en tout cas sur le digital. On a des dispositifs et c'est quand même une culture d'entreprise, hein, en tout cas qu'il faut avoir et qu'on trouve de plus en plus. On n'est pas sur un objet, on n'est pas non plus sur des choses à un moment donné qui sont figées dans le marbre. Donc il y a cette culture à avoir et d'où l'importance après de métiers comme l'UX ou d'architectes d'information ou de gens avec qui on doit collaborer en permanence pour améliorer le produit. Justement parce qu'on a ces statistiques, de comprendre qu'est-ce qui se fait et que l'entreprise en tout cas intègre cette agilité de revoir et d'améliorer son produit. Le travail démarre à partir du moment où le produit est mis en ligne. C'est à ce moment-là qu'il y a un réel travail à faire. On a beaucoup jusqu'à présent parlé d'innovation. On va garder un temps pour les questions, mais avant de terminer cette table ronde, j'aimerais que vous nous donniez quelques conseils en termes de veille. Est-ce qu'il y a des sources d'informations absolument incontournables pour vous dans votre métier au quotidien, par exemple des comptes Twitter que vous suivez ou des sites web Moi, je fais principalement ma veille sur Twitter et j'essaye de rester assez éclectique en suivant principalement des devs parce que je suis plutôt dev, mais en essayant d'avoir un peu de suivre des comptes du UX designer ou ce genre de choses pour essayer de vraiment avoir un panel assez large et rester assez ouvert aux autres métiers, quoi. C'est pas forcément mon point fort, donc à titre personnel, j'aurais pas vraiment de recommandations. J'essaye, moi je suis plutôt centré autour des outils, donc je suis l'actualité d'un outil et de façon ponctuelle en fait sur une gamme d'outils, j'ai plutôt tendance à faire un benchmark, mais c'est vrai que c'est pas vraiment mon point fort. Alors, bien sûr, il y a tous les outils, il y a tout ce qui existe, qui existe en ligne, l'ensemble des sites qu'on peut avoir qui sont des référents. Je conseillerais l'exploration, c'est-à-dire quand même de sortir de son domaine, d'éviter ce que je vois beaucoup, c'est une espèce de consanguinité qui va, voire même à un moment donné, tuer cette innovation et de revenir sur du monde réel, de sortir du bureau, de sortir à un moment donné de son écran, de devenir un aventurier. Et on en a eu un très bon exemple tout à l'heure sur l'architecture, de savoir aussi soi-même, parce qu'effectivement il y a cette pensée analytique à un moment donné à croiser avec une pensée de créativité, donc il y a aussi une part en vous de ce que vous allez pouvoir apporter avec votre savoir et avec votre connaissance. Donc d'élargir ce champ et surtout éviter cette consanguinité. De mon côté, j'utilise aussi beaucoup Twitter avec pas mal de comptes effectivement de designers UX plutôt anglophones.
En ce moment, il y a quelqu'un que je suis avec grand plaisir qui s'appelle Aral Balkan, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fait des présentations assez fantastiques. Sinon, j'ai recours également à du suivi sur des sites plutôt spécialisés, orientés sur les publications scientifiques effectuées, notamment au niveau de la sociologie des usages, parce que ça me paraît être vraiment quelque chose d'essentiel pour justement, comme disait Benjamin, pour compléter un petit peu notre vision, sortir un petit peu de nos champs de compétences classiques, et puis aller effectivement sur le terrain. Pas forcément en mission, mais quand on sort, ne serait-ce que faire ses courses, il y a quelque chose que j'adore. Comme on connaît les techniques d'observation, et ben c'est d'observer juste comme ça, quand on a 2 secondes, ce qui se passe sous nos yeux, et c'est souvent très très riche. Et ça permet vraiment, à mon sens, de générer de nouvelles idées et de pouvoir aller sur l'innovation de manière progressive, mais voilà, sans réinventer, sans justement, pour éviter cet effet de consanguinité qu'on observe effectivement assez souvent. Alors, merci beaucoup. On va prendre un petit peu de temps pour des questions. Pas de questions, tout le monde a faim. Vous pouvez poser des questions sur le carnet du cahier de cours et j'y répondrai. Je reviens au tout début de la discussion. Dans les expériences un peu de difficultés ou d'échecs auxquels vous avez été confrontés, j'ai l'impression qu'il y a une dimension politique très importante, c'est-à-dire et de rapport de pouvoir. Et donc, je voudrais savoir un peu comment on gère cette question de rapport de pouvoir. Ça me paraît essentiel. J'ai l'impression qu'il y a quelque part, enfin moi j'ai l'expérience de questions de pouvoir par rapport à l'acquisition, enfin, au maintien, au fait de garder par-devers soi les données ou de les ouvrir. Et je trouve qu'il y a une question de pouvoir aujourd'hui, que tout ça n'est pas, que peut-être que les décideurs sont un peu terrorisés ou inquiets sur cette nouvelle manière d'aborder les choses, et de savoir comment on peut les mettre en confiance pour effectivement s'ouvrir et ouvrir les questions, ouvrir à d'autres manières de voir, ouvrir des données, ouvrir à être beaucoup plus collaboratif, etc. Donc c'est un peu des recommandations que j'aimerais. Alors, souvent il faut qu'il y ait un sponsor. Il faut qu'il y ait un sponsor du projet et quelqu'un qui, en tout cas, parce qu'en fait, on va toucher des problématiques de transformation. Donc, on touche des problématiques de transformation par rapport au digital, où il faut qu'on fasse bouger des choses, et ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, il y a aussi des nouvelles manières de travailler qui sont beaucoup plus collaboratifs, et on casse un petit peu des schémas un peu classiques qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Donc, on casse cette compartimentation. Il faut qu'il y ait un commanditaire, en tout cas, qui accepte cette méthode et qui en soit un peu garant, et qui va pouvoir vous aider à un moment donné à le porter. Il y a différents outils qui est l'interview en fait des parties prenantes. C'est-à-dire que avant de démarrer le projet, il peut y avoir pendant une dizaine de jours, voire un peu plus, en tout cas quand le client l'accepte ou on peut, c'est d'aller voir chacun des parties prenantes pour bien comprendre en fait quels peuvent être les conflits entre un département et un autre. On va se rendre compte que il peut y avoir des intérêts, des objectifs différents sur un même projet. Donc ensuite, et ça peut être plus ou moins complexe dans une institution ou une organisation telle qu'elle soit. Mais il va falloir les prendre en compte. Et puis, on va aussi, après, les confronter à de la matière. Donc, si on a pu avoir de la matière par rapport à des utilisateurs, par rapport à des statistiques qu'on peut avoir, et on peut, à un moment donné, suivant le degré de bifurcation qu'il peut y avoir entre une vision et des commandes et puis la réalité attendue sur le terrain, à un moment donné,
on revient sur des choix un peu structurants et à travers des réunions qui sont importantes dans le projet, de dire voilà, la vision de la société, en tout cas, ou de l'organisation est celle-ci, mais celle des utilisateurs et des usages et ce qui se passe sur le terrain est celle-là. Où est-ce qu'on met le switch et jusqu'où on peut aller. Mais c'est vrai qu'en tout cas, que tout ce qui va être lié à un moment donné, les interviews en interne, des données utilisateurs ou scientifiques ou analytiques ou autres, vont permettre en tout cas en début de projet à lever ces ambiguïtés-là. Une des possibilités en plus, si les gens arrivent finalement pas à se mettre d'accord, ça peut être de faire appel à un audit externe ou un point de vue extérieur, un médiateur qui sera reconnu de tous et qui pourra faire pencher la balance éventuellement dans une direction ou dans l'autre. Mais ça m'est arrivé sur des projets vraiment structurants, stratégiques pour des avec des gros enjeux où il y avait une vision interne et on a vraiment à partir des retours utilisateurs et des besoins, qui est quasiment de l'étude ethnographique où on va chez les gens, on regarde comment ils se comportent, etc. Et quand les choses reviennent à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le projet qui va trancher cette question-là. Il faut qu'il y ait vraiment un décideur qui tranche. Donc c'est d'où l'importance, et souvent c'est le top management. Enfin, ça peut être, je vois des choses qu'on a fait pour un opérateur téléphonique, à un moment donné c'est le PDG qui fait ce choix-là. C'est son produit, quand il y a vraiment des enjeux très forts, c'est à lui, ou c'est en tout cas aux équipes à un moment donné en interne, aux commanditaires à prendre cette décision-là. Mais il faut le faire acter. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous le tapis. Voilà. Et c'est vrai que juste pour compléter, on est quand même dans des structures, dès qu'on s'adresse à des entreprises de moyenne et grande importance, l'ensemble des équipes sont complètement compartimentées. Et au sein de ces silos, il y a des dirigeants qui doivent gérer leurs unités avec un certain nombre de ressources financières et humaines. On leur donne des missions à accomplir sur un an, et chaque entité comme ça fonctionne de cette manière. Et en général, quand on a par exemple le service informatique qui contacte sur un projet qui va avoir des répercussions sur les autres, on s'aperçoit qu'il y a ces tensions-là justement qui émergent avant même d'aller au niveau de la direction. Et si justement avec un travail d'interview en amont et puis éventuellement de les mettre tous autour de la table pour discuter et s'apercevoir qu'au final ils vont vers les mêmes enjeux, les mêmes buts et ils ne sont pas au contraire à devoir se tirer dans les pattes, on a déjà gagné une première bataille. La suite, c'est effectivement d'avoir un référent, si possible le plus haut possible dans la hiérarchie, qui puisse à un moment donné, si c'est nécessaire, porter une décision qui soit cohérente pour l'ensemble de l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'aimerais savoir si vous avez des moments dans votre métier qui sont mémorables, des moments dans un projet que vous gardez un très beau souvenir parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Voilà. Alors oui, moi j'ai en souvenir d'avoir fait une mission en ergonomie chez un architecte, pour le coup, architecte physique, un grand architecte, qui avait une problématique autour d'un site qui devait refondre, mais qui ne croyait pas du tout dans les méthodes qu'on était en train de déployer, notamment l'observation qu'on avait fait auprès d'autres architectes, puisque c'était aussi de ses clients. Donc on avait fait tout un travail ethnographique, et à l'issue de ça, on avait produit des personas. Et en fait, vraiment, on le sentait qu'il était bloquant. Chaque fois qu'on faisait les présentations, il était même dédaigneux par rapport à ce qu'on produisait. Et puis à un moment donné, quand les personas ont été finis, il s'est rendu compte que ça correspondait totalement à son vécu, à son expérience par rapport à ses clients directs.
Et il a eu vraiment le geste de se toucher le front en se disant « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et il s'est rendu compte qu'il adressait donc ses clients, ses équipes commerciales, pas du tout de la bonne manière. Et grâce au persona, il a enclenché juste derrière une nouvelle approche commerciale pour ses équipes. Donc ça, pour moi, ça a été quelque chose d'assez positif, voilà, que je garde en mémoire. J'ai eu une expérience assez similaire, effectivement, de quelqu'un qui était totalement sceptique, absolument pas convaincu. Et c'est vrai que c'est pas une satisfaction personnelle, mais collective à l'issue d'un projet, lorsque quelqu'un qui était farouchement opposé ou sceptique en vient spontanément à déclarer qu'il reconnaît la compétence ou qu'il est d'accord avec la vision. Donc c'est le genre de choses qui font plaisir, d'autant plus quand elles sont spontanées. Effectivement, c'est pas un moment, mais une des satisfactions, c'est la contamination. C'est une fois que parce que ces méthodes, à un moment donné, sont pas forcément très complexes, mais quand elles sont acquises et qu'elles deviennent indispensables à des gens pour travailler, donc toutes ces méthodes autour du design et design thinking, un petit peu, hein, où il peut y avoir plein d'autres noms, lorsqu'elles sont réappropriées, là, il y a une vraie satisfaction, en tout cas par un collectif. Et puis, je reviens sur ce point, effectivement, qui arrive assez souvent, c'est parfois, ça a peut-être dû vous arriver, mais ou des clients qui disent « Ah, vous nous avez permis de voir la lumière », ou en tout cas ce terme-là. Et à travers, parfois, des choses très très simples. Et là, il y a effectivement une satisfaction, en tout cas, réappropriation, et puis d'amener cette... notre travail est presque de résoudre des problèmes. Et c'est ça qui est vachement intéressant. On met le problème au sens noble de la vraie problématique. Et de dénouer ce plat de spaghettis et d'arriver à dire non, en fait, vous aviez que 5 spaghettis ici, est très satisfaisant. Peut-être une dernière question. Merci. Je voulais savoir, quand vous communiquez avec vos clients, comment vous définissez votre activité UX design ou architecture de l'information ou autre ? Jamais on emploie le terme architecture de l'information. Enfin, quand on s'y essaye de façon générale, soit il y a un a priori négatif, soit il n'y a pas d'a priori parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Plutôt, c'est un espèce de fourre-tout. Pour nous, ça rentre dans le web marketing. Mais le web marketing, c'est tout. C'est l'acquisition de trafic, c'est l'optimisation de la conversion, c'est la prise en compte du besoin utilisateur. Donc, il n'y a pas vraiment de bons termes, en tout cas chez nous. Je me présente comme développeur, mais bon. Alors, effectivement, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est défini architecte de l'information en tant que tel. C'est une étape fondamentale avec une spécialité très très forte. En tout cas, à un moment donné, et indispensable et qui est souvent liée à un degré d'analyse à un moment donné, d'arriver à maîtriser en tout cas. Mais donc nous, c'est plutôt un terme de UX, en tout cas, des gens qui sont sur l'expérience designer, avec une très très grosse spécificité sur l'architecture d'information. Et nous, on va plutôt aborder le versant sur les solutions, les approches, plutôt que sur les professions. On se présente bien évidemment, nous, en tant qu'ergonome, parce qu'on n'a pas de profil proprement dit architecte d'information. Mais voilà, on l'intègre également dans le discours, si c'est nécessaire, selon les besoins exprimés. Alors, la dernière question. Merci. On a vu ce matin là que ces métiers sont peu connus en fait, et que c'était quelque chose qui pouvait être un petit peu dommageable, d'une part, et puis d'autre part, quand vous nous racontez vos moments mémorables, vous nous expliquez que c'est facile de convaincre les gens et que quand on les met devant le résultat des méthodes, ils sont waouh, ça marche et j'y vois un paradoxe dans tout ça, parce que on voyait aussi que c'était un métier qui n'était pas tout à fait nouveau, qui avait déjà un peu de recul. Et alors comment chacun d'entre vous expliquez que un métier qui a déjà un peu d'histoire derrière lui, qui a des méthodes qui sont
facile, enfin pratique pour convaincre autrui de leur pertinence. Comment vous expliquer que malgré tout, ça reste peu connu et qu'on ne se présente pas comme architecte de l'information parce que ça parle à personne? Il y a quelque chose qui ne me paraît pas clair dans tout ça. Merci. On est effectivement devant un vrai paradoxe qui est difficile à résoudre. Alors sans vouloir troller, on est quand même toujours dans une approche où un projet numérique, quel qu'il soit, est piloté par des équipes très orientées techniques, technologiques, qui dès qu'on commence à parler, encore une fois ça dépend de la maturité des clients. Certains sont très demandeurs justement d'ergonomie, parce qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, la solution technique ne suffit pas. Mais pour les autres, il y a tout un travail d'accompagnement, d'explication pour leur permettre d'identifier qu'il existe bien des profils autres que les développeurs qui peuvent intervenir sur leur dossier, je caricature un peu, mais les amener à travailler, à définir des choses sur leur projet. Et après, il faut arriver à leur vendre. Là, on rentre dans vraiment le pragmatique. Et en général, comme ils ont, malgré toute l'explication qu'on peut leur apporter, ils ont quand même une vision limitée de ce qu'on va produire et de ce qu'on va leur amener. Souvent, ils trouvent ça cher. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à mettre en équilibre la plus-value qu'on va apporter, on a beau expliquer que l'investissement qui est mis en amont, comme disait Benjamin tout à l'heure, dans une construction physique, si on est en train de terminer les tapisseries, qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème, il faut tout casser. Sur un projet informatique, c'est la même chose. Donc l'investissement qu'on met en amont, il est récupéré derrière. Il y a de quoi le monitorer avec du retour sur investissement, avec des métriques. Voilà, il faut arriver à le montrer, à convaincre comme ça. Mais c'est vraiment un travail aujourd'hui encore qui est très très long, fastidieux, qui demande du temps à passer auprès des décideurs pour leur expliquer tout ça. Les choses changent, parce que moi je sais que j'ai employé ce terme architecture d'information en 2000. Je ne savais même pas ce qu'il allait devenir ou ce qu'il allait exister. Par hasard, en fait, dans des discussions. Et je vois vraiment l'évolution qu'il y a eu sur les 10 dernières années. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises, en tout cas, qui vont l'intégrer, dès qu'ils ont des enjeux vraiment très très forts sur le digital. On parlait de SNCF tout à l'heure, c'est 40 ou 50, à peu près 40% de leur chiffre d'affaires de réservation de billets aujourd'hui qui se fait sur le digital. Donc dès que ça devient un enjeu stratégique, le métier est reconnu. Il y a un contexte un peu spécifique sur la France qui est un peu particulier. J'ai assisté à différentes conférences à un moment donné avec Jacob Nielsen et on lui a clairement posé la question. Il a dit on fait des conférences à Londres ou autres, mais sur la France on a vu que il n'y avait pas forcément beaucoup d'appétence. Quand on va au UX Bootcamp de Berlin sur l'expérience utilisateur, il y a 5 Français, 4 de chez Nealit et Sylvie Domal. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais il y a quand même une grosse évolution. Avant, on était Don Quichotte. Il y a 10 ans, c'était vraiment. Aujourd'hui, on voit vraiment des directions à un moment donné qui changent. Il y a des cours ou en tout cas des universités ou comme vous qui changent les choses parce qu'on a aussi des commanditaires qui n'ont jamais été sensibilisés à ça. Donc c'est en train de changer. Je suis un petit peu d'accord avec Bertrand sur le fait que quand le projet est piloté par la technique ou quoi, c'est des choses qu'on connaît de la technique, ça fait des années qu'on en fait, quoi. Et effectivement, on avait des écrans un peu old school, comme il montrait sur les anciennes machines. Et du coup, on va un peu dans le mur, et l'humain est assez réfractaire au changement déjà, donc il a un peu du mal à voir qu'on peut faire mieux, et il est aussi réfractaire à sortir son porte-monnaie, et du coup si ça coûte trop cher, il va pas vouloir sortir, il va pouvoir prendre la solution qui est un peu moins chère, et effectivement du coup cette expertise là elle a un coût, donc c'est un peu comme tout, si vous prenez le produit le moins cher,
il y a des chances que ce soit le moins bon aussi. Je dis pas que le plus cher est le meilleur non plus, mais du coup, il y a effectivement un investissement à faire, mais je pense que le revenu sur investissement vaut vraiment le coup d'y aller, quoi. Moi, j'ai pas le privilège d'avoir une vision sur le temps long, mais j'ai le sentiment quand même que le principal problème, il vient du fait que souvent, effectivement, l'interlocuteur de référence ou le décideur est évangélisé au moment où démarre la prestation. Du coup, moi j'ai appelé ça l'effet tic-tac. C'est-à-dire, il est encore dans le tic, il y a la promesse, il se dit ah, c'est intéressant quand même, mais il y a toujours ce petit fond de scepticisme. Et puis tant qu'il n'y aura pas le résultat, la preuve irréfutable qu'il a bien fait de mettre la main au portefeuille, il y aura toujours ce problème. Et du coup, on est un peu dans une configuration, je dirais pas de faire profil bas, mais on va pas dérouler le tapis rouge sur la profession tant qu'on n'a pas fait ses preuves, quoi. Donc moi je le ressens plutôt comme ça en fait. La vision est déjà tellement floue et tellement peu précise dans la tête du décideur qu'il ne faut pas rentrer dans le détail. Il vient à peine de découvrir un monde, entre guillemets. Voilà. Moi je le vois comme ça. Ouais, effectivement, quand on fait un site de e-commerce et qu'on amène un taux de transformation qui a augmenté de 25%, et que la boutique en ligne devient la boutique 1, enfin l'espace qui va vendre le plus par rapport à 10 ou 20, 30 boutiques qu'on peut avoir dans le physique, ils ne reviennent plus jamais en arrière. Ouais, et une bonne chose, donc effectivement les choses évoluent, on a quand même je dirais une forme d'effet de mode, notamment avec l'utilisation de plus en plus fréquente justement du mot UX, que ce soit associé à designer ou à des méthodes. Donc on commence à le voir de partout, et donc ça c'est vraiment le côté qui est intéressant. Alors même s'il y a un effet pervers derrière, c'est que un peu tout le monde s'y engouffre, pas forcément d'ailleurs ceux qui sont en capacité à apporter cette qualité-là, mais en tout cas ça permet de le faire mieux connaître, et on voit de plus en plus de gros appels d'offres qui arrivent, qui tiennent compte justement de cette dimension-là, alors qu'avant on avait assez peu de choses, où ça s'arrêtait à de l'accessibilité numérique parce que la loi les obligeait à en parler. Je pense qu'on va terminer ici, et ce que j'en retiens, c'est quand même, je pense que le métier a de l'avenir, quoi. Hein? Sur ce, bon appétit, merci à tous.